Et nous revoilà prêts et parés pour un autre périple au cœur de la polémique l'Inde. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique PPLK, le seul talk show du pack qui vous offre une vision panoramique du showbiz local et international. Du lundi au vendredi donc, nous vous téléportons dans un monde entre pédagogie et divertissement pour vous offrir un talk show inédit. Au cœur de cette polémique, de ce numéro, pour vous tenir la main, on aura Yann Cédric, Annie-France, Désiré Ella, ainsi que Marie-Dominique. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. La forme pour vous parler des mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, n'est-ce pas, la famille? Il faut bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas, Annie? Bien sûr. Et si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle, Désiré. Aussi, envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans le pli du coude. Ainsi, vous ne dérangerez personne. Et on n'oublie pas de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur. Besoin de plus d'informations, le numéro adéquat, c'est bien sûr le 119. Pipolémique à l'émission polémique, désormais disponible sur différents canaux. 203, Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. En direct également, nous sommes sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos questions, vos commentaires seront les bienvenus. Les différents replays vous permettront également de vous mettre à jour sur la page YouTube de la 3. Et vous pouvez nous suivre depuis vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. En image, le contenu de ce numéro de PPLK. Tina Glamour. Presque un an déjà qu'il n'est plus de ce monde, mais son influence demeure toujours aussi intacte. À l'orée du 12 août prochain, jour de commémoration du Yoruba, l'Arafat DJ, le grand-oncle de la star ivoirienne s'exprime pour la première fois et en exclusivité sur une chaîne de télé. Il a choisi la nôtre pour parler de ses rapports avec Tina Glamour, des obsèques d'Arafat DJ et cette commémoration tant attendue du 12 août. Marc Zoppo parle dans quelques instants dans PPLK, juste avant cette transition à l'ivoirienne. À l'ivoirienne, ce soir, c'est Yann Cédric qui nous transporte, n'est-ce pas? Ouais, Yves. Hier, mon voisin, on a discuté encore, il m'a montré une conversation assez brève de lui et de sa copine. Sacré voisin. De sa femme, excusez-moi, parce qu'on tend vers la fin du mois là. Donc, elle lui dit, amour de ma vie. Il dit, pardon Gladys, Hey. m'a pas encore payé. Il dit, ok. Conversation la plus brève. Il s'est dit ok. Ah, mais il connaît sa chose. Il connaît sa chose. Ah vraiment? Un sacré voisin. Sacré voisin. Tranquillement, ok. Deuxième tableau, on a cherché à savoir quelle est la femelle du cheval. La jupe. Bon, d'accord, avant, et les gens ont réagi. Et on a une réponse, le monsieur dit, elle s'appelle Madame Cheval. Maintenant, si elle a des enfants, on l'appelle Maman Cheval. C'est le génie qui a trouvé la C'est-à-dire réponse. Madame Cheval. Madame Cheval, et si elle a des enfants, on l'appelle Maman Cheval. La bonne réponse, il fallait dire que c'est la jument. jument. La jumelle du cheval. Merci Yann Cédric pour cette séquence à l'ivoirienne et nous y sommes. Le sujet, l'unique sujet de ce numéro de PPLK s'intéresse à Marc Zoppo, l'oncle de Tina Glamour, sort de sa réserve. Révélation pour révélation en compagnie du grand-oncle d'Arafat DJ. Ça se passe ici même sur la 3 et dans ce numéro de PPLK. Vous pouvez participer, donner votre avis, poser vos questions. De quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3 et vous avez la possibilité d'être en direct. Notre invité du jour est intimement lié par les liens de sang à la famille de DJ Arafat. C'est en tant que porte-parole de cette famille que le monde entier le découvre après le 12 août 2019. Coup de gueule, prise de position tranchée. Il est également homme d'affaires et fondateur de l'Église de la Mission de Jésus-Christ. MC, recevant sur ce plateau, s'il vous plaît, Marc Zoppo. Avec nous pour un tout autre numéro, tout aussi inédit et tout aussi frais sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Marc Zoppo, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis là ce soir pour vous. Qui est véritablement Marc Zoppo dans la vie active? Marc Zoppo, d'abord je suis serviteur de Dieu.
évangéliste de mon rang et homme d'affaires. Je fais plusieurs activités, import-export. Et à ce sujet, je suis là ce soir pour donner plus de lumière en ce qui concerne ma relation avec ma nièce Tina Glamou et mon petit-fils DJ Arafat, et puis la famille en fait. Quel est le lien qui vous lie à DJ Arafat et à sa mère, en l'occurrence? D'abord, je suis d'abord le petit frère de la grande-mère d'Arafat, disons la maman de Tina Glamou, sa mère Nandilou, est notre aîné dans la famille. Donc du coup, je suis son petit frère et c'est le lien de sang. Vous êtes le grand-oncle d'Arafat? Ouais. Je suis le grand-oncle d'Arafat. D'accord. Ça se dit comme ça. Ensemble, on aurait pu dire c'est son grand-père. Voilà. Mais c'est le grand-oncle. Voilà. C'est l'expression consacrée. D'accord, vous êtes le grand-oncle de DJ Arafat, vous êtes également pasteur. Et quelle était la nature de vos relations avec DJ Arafat de son vivant? De son vivant. Mais comme vous le savez très bien, ma fonction ecclésiastique ne me permettait pas tout à fait d'être dans le milieu de mon fils, parce qu'il était artiste du coupé décalé, pas parce que je n'aimais pas le métier qu'il exerçait, mais je le suivais vraiment de loin et de près, parce qu'on a toujours gardé une relation de père à fils. Voilà. Donc, toutefois qu'il avait un petit bout, il m'appelait, il me dit « Ah, papa, et voilà tel souci, voilà tel problème que j'ai. » Et je pouvais lui apporter. Vous appelez papa? Oui, il m'appelait papa. Il m'appelait papa. Okay. Donc, quand il m'appelle papa, je lui disais, bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, il faut te calmer. Écoute, ce que tu vis en ce moment, c'est le temps de Dieu. Parce que notre famille, c'est une famille royale, vous comprenez? Ça ne me donne pas que nos enfants, nos descendants puissent avoir de telles gloires, en fait. Voilà. Donc, je lui donnais toujours des conseils pour lui dire, écoute, c'est ton étoile, c'est ta lumière, tu es un enfant béni du Saint-Esprit. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes au service de l'Église, de la religion et tout ça? Bon, je dirais que je suis au service du Seigneur, ça fait près de 22 ans. Alors, vous le suiviez de loin, mais vous aviez une relation de père à fils. Beaucoup. Quels sont les sujets sur lesquels il vous consultait? Bon, il faut dire que je l'appelais affectueusement fils. Et les sujets pour lesquels il m'appelait surtout pour son entourage, en fait. Voilà, il avait une grosse pression de son entourage parce que c'est un enfant, il a toujours voulu que ses amis, ses fans soient toujours près de lui. Et c'est sa logique parce que nous, dans notre famille, vous allez voir que quand tu arrives dans notre famille, on a beaucoup d'étrangers avec nous. Donc cela est resté un peu dans le sang. Oui. Donc ça ne me surprend pas que Ange Didier avec autour de lui ses amis. Donc quand il m'appelle, il me dit, bon voilà, je constate que tel ami est en train de faire des choses qui ne sont pas bien à mon sujet. Alors je constate que telle personne ne m'aime pas, je vais me séparer de telle personne parce que j'ai l'impression que c'est cela. Donc moi je lui dis, écoute, là où Dieu t'a mis, il t'a mis comme un père, il t'a mis comme une étoile. Donc toutes ces personnes qui viennent s'attacher à toi, c'est parce que quelque part, Dieu souhaiterait qu'à partir de toi, et que ton étoile aussi les permet aussi d'être bénis. Donc je lui demandais beaucoup de tolérer, de pardonner, et puis d'avancer avec ceux avec qui Dieu permet qu'ils soient. Il y a quelques confidences qu'il vous faisait, entre autres? Oui, en ce qui concerne les confidences, je pensais qu'il parlait beaucoup de son mariage. On suppose avec Carmen Sama? Surtout avec Carmen Sama, voilà. Okay. Donc, mais avant que Carmen arrive, il avait ce projet en tête. D'accord. Il dit, écoute, papa, moi, je veux me marier parce que je sais que le mariage va stabiliser ma carrière, le mariage va booster ma carrière. Et je pense que d'ici là, quand les choses vont se rendre précises, je te ferai signe pour qu'ensemble, on puisse mener ce balai. D'accord. On l'a connu, votre petit-neveu, il avait des frasques, il avait des déboires. Quel était le rôle que vous jouiez dans le temps face à tout ça? Bon, il faut dire que si je dis que je ne m'intéressais pas trop à ça, pour la toute première fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais écoute fils, mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois, il dit, non, écoute tonton, il faut laisser papa. C'est pas grande chose, hein. On appelle ça le buzz. Mais c'était par rapport à quelle situation, laquelle des situations précisément? Et précisément, je l'ai appelé, bon, il avait fait un truc qui vous disait, je vais les tuer, je vais les dire. Donc, dans une chanson, bon, je ne rentrais pas dans les détails des personnes, voilà. Donc, tout de suite, ça m'a fait peur. J'ai dit, mais tu peux tout faire, mais les tuer, les dire là, mais c'est quand même un peu compliqué. J'ai dit, non, il faut laisser, il faut laisser. Si je ne fais pas ça, le coupé décalé ne va pas avancer. Et après, j'ai compris qu'il faisait ça pour donner une porte. Il faisait ça pour permettre aussi à ses frères, à ses aînés et à ses jeunes frères aussi de connaître aussi la renommée.
Bon, Annie, vas-y. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi, mais Arafat, à un moment donné, il a eu des problèmes avec un jeune homme qui l'hébergeait chez lui. C'était quoi votre réaction? Et jeune homme, je ne sais pas. De Régis. Régis Naï, il y avait le cas Régis Naï. Le jeune homme qui a été fessé là. Oui. Tout à Voilà. fait. Moi, je pense que Arafat, il avait une particularité. C'est quelqu'un qui s'affirmait. C'est quelqu'un qui sortait de lui, qui faisait ce qui lui plaît. Moi, je pense que ce jour, il voulait montrer qu'il était un père. Il voulait montrer que cet enfant est un fils. Et comme il ne s'en passait pas de son smartphone, ça passait pas des réseaux sociaux, il a juste fait ça aussi pour permettre à tout le monde de savoir un peu le comportement du père qu'il est. Oui, mais vous, en tant que père, quelle était Ouais. votre réaction quand vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Bon, quand j'ai vu ça, on a essayé un peu de discuter. Là, il avait un peu voyagé, ma réaction. J'ai vu que ça pourrait être en dehors des caméras, en dehors des Vous lui réseaux avez sociaux. dit Pardon? vous lui avez dit qu'il aurait pu le corriger en dehors des caméras. Voilà, en dehors. Pour moi, c'était ça la logique. Voilà. Tout pouvait se passer en dehors. Et puis bon, comme on lui dit, ça, le mal est fait. Et puis bon. Au-delà de cette affaire-là, généralement, quand il se passait une histoire avec des frasques d'Arafat DJ où il se comportait de façon un peu déplacée, quel était le rôle de l'oncle, du grand-père, du grand-oncle que vous étiez? Bon, comme je vous l'ai dit, hein, et l'homme, il avait sa particularité. Et c'est ce qui faisait de lui. Vous n'aviez pas d'autorité sur lui? C'est ce que vous tentez de nous dire? Non, d'autorité. D'autorité, c'est d'abord un homme d'autorité, d'abord. C'est un homme qui incarne en lui une autorité. Et l'autorité familiale dont j'incarne, je vais souvent lui dire, écoute Didier, Ange, fais ceci, fais comme ça, fais Est-ce qu'il écoutait? Il écoutait beaucoup. Mais, vous savez, il a créé son monde. Quand je dis il a créé son monde, il a créé un environnement d'où il a essayé quelque chose, ça a pris et beaucoup l'admirent. Donc du coup, pour changer la méthode, pour revenir, je ne sais pas, à ce que... À une méthode plus classique? Ouais, À une méthode plus classique, c'est un peu à compliqué. une méthode, s'il était aussi classique, je dirais que c'est un ton qu'il a donné pour le système dans lequel il Un évolue. ton qu'on ne voit pas souvent. Qu'on ne voit pas souvent. Et ça, il s'est dit, je veux être propre, je veux être moi. Donc du coup, même si quand il fait des erreurs, il demande pardon. Voilà, hors des caméras, hors de tout le monde, il demande pardon. Mais après le pardon, il redevient lui face à la caméra. Face à la caméra. Intéressons-nous à présent aux obsèques de ce dernier, de Didier Arafat, ainsi que la colère de sa mère, Tina Aglamour, avec cet axe qui s'ouvre à présent. Déjà, dans quelles circonstances vous êtes devenu le porte-parole de la famille? Et comment cela s'est décidé concrètement? Dans quelles circonstances? On va d'abord, les circonstances, c'est d'abord le décès d'Arafat. Si je vais rentrer dans les détails. Et Arafat, il a fait un accident, et comme on appelle, je dirais le 11 août, aux environs de 20h et quelques, 20h30 par là. Voilà. Donc du coup, avec toutes ces explications que je vous donne, ça vous dit que j'ai un lien très fort avec cet enfant. Si, ça on Voilà. l'avait compris, Donc, mais... les circonstances, j'en viens. Parce que vous parlez des circonstances. Voilà. Et c'est les circonstances, c'est le dessert. C'est à partir du dessert qu'aujourd'hui, la famille m'a permis d'être là où je suis. Donc, je donne une explication à ça. Ok. Je ne sais pas si je peux demander. Bien sûr. Allons-y, Oui, allons-y. On vous écoute attentivement Voilà. d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, le 11, lorsque j'apprends le dessert, non pas le dessert, j'apprends l'accident d'Arafat, et je reçois d'abord un coup de fil de la part de mon neveu, qui est le petit frère de Valentine Lobo, qui est Lobo Roger. Il m'appelle, il me dit, oncle, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que tiens, il y a ton petit-fils qui vient de faire un accident. Je dis qui? Il dit Didier. Et il va sur les réseaux sociaux. Et dès que je me connecte, je vois des images, des photos. Il dit, tiens Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tout de suite une palpitation qui ne s'exprime pas. J'ai eu tout de suite peur parce que, et pour moi, Arafat, il était une image forte pour la famille, une fierté. Voilà, moi je voulais le voir et puis je suis tout de suite heureux. Mais le voir coucher là, c'était compliqué. Et alors mon neveu me dit, oncle, je te rappelle dans 10 minutes. Même pas 10 minutes, il me rappelle plus de 5 minutes. Il dit, oncle, s'il te plaît, prends ta voiture, trouve-moi à la polyclinique. Je fonce rapidement vers la polyclinique. Je dis, il n'y a pas de souci, allez.
Tout de suite, je porte un t-shirt, voilà, je cours, je prends la voiture, j'arrive à la polyclinique. Quand j'arrive à la polyclinique, je vois, comment on l'appelle, Olo, Ali Lecote, Carmel. Ses amis, ses proches. C'est proche, voilà. Ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Et Carmel, avec quelques sœurs de Carmel, et puis aussi Vanessa Fashion. Et quand je suis arrivé, bonjour tonton, bonjour, comment tu vas? Il dit ça va. Il dit qu'est-ce que se passe? Il dit non, nous sommes arrivés, il est monté, personne ne peut monter là-bas. Les médecins ont demandé tous qu'on reste ici en bas. Et c'est ainsi que le médecin, 3 minutes après mon arrivée, a demandé mais est-ce qu'il y a un parent qui est là? Parce que vous savez, c'est beaucoup plus intime quand il y a des sujets aussi importants et dans ce genre de centre. Et j'ai dit je suis là. Voilà, ils m'ont dit bon, revenez. Je suis monté, ils disent bon, okay, venez, vous allez voir l'état de votre enfant. Bon, je suis arrivé. Vous l'avez vu? C'est difficile. C'est compliqué. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu. Je l'ai vu et l'état dans lequel j'ai vu coucher mon fils. Ma première réaction, j'ai dit Seigneur ta grâce. Il était dans quel état? Il était dans un état comateux. Il était couché avec tout ce qu'il fallait pour le réanimer, l'oxygène et tout. Donc si on comprend, c'est votre présence au chevet de DJ Arafat en tant que premier membre de sa famille qui vous a octroyé le statut de porte-parole. Si on peut oui, bien comprendre. je pourrais dire oui parce que les parents ont vu mon dévouement en tant que père. Et à partir de là, nous sommes restés je suis resté avec lui au chevet de Didier jusqu'à 6 h du matin. Et les médecins m'ont demandé d'aller prendre une petite douche, d'aller juste manger puis revenir. Et dès que je sors de la clinique, et 15 minutes à 30 minutes, mon téléphone sonne, le médecin me dit, écoutez, monsieur Zopo, revenez rapidement. Et il y a quelque chose que nous constatons, nous voulons partager avec vous. C'était quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il ne réagissait plus. La réaction qu'il avait sous respiratoire et sur tous ces appareils, il n'était plus. Ça veut dire que... Il est en train de perdre son souffle. Oui, c'était pas bon. Donc ils m'ont dit de venir. Au moment où je suis arrivé, il était déjà 8 h du matin. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, écoute, monsieur Zopo, ils m'ont pris dans une salle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez s'il vous plaît. Soyez forts, soyez forts, soyez forts. Et nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est tellement compliqué, c'est tellement fort ce que nous constatons. Vraiment, monsieur Zopo, votre fils est mort. Et là, je vais, il me dit, bon, venez. Je vais dans une chambre. Je vois, je ne sais pas s'il faut le dire. Dites-le. Un drap blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est couvert, c'est pourquoi. Le corps sans vie d'Arafat. Enfin, je ne sais pas s'il faut pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, à ce moment-là, en découvrant ce corps, en déballant ce drap blanc, en le voyant? C'était quoi les premiers sentiments? Le dégoût de la vie. Le dégoût de la vie. Ouais. Mais ça, Pourquoi? c'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est l'oncle qui parle quand il dit le Oui, dégoût c'est de ça. la vie. Ça, c'est pas l'homme de Dieu qui parle. Mais L'homme, de Dieu aurait c'est dit... l'homme qui- Oui, justement. L'homme de Dieu aurait dit quoi devant le drap blanc? Seigneur, merci. Et là, c'était compliqué. Ils m'ont emmené dans une chambre et dit bon. Et là, les Chinois sont venus déjà à la clinique. C'était déjà à 9h, 9h30, 10h. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, tu vas signer le cahier de charge. On va lui faire le certificat de décès. On va appeler Yves Sepp. Et puis vous allez partir avec le corps. C'est vous qui avez signé l'acte de Oui, certificat de décès? C'est moi qui ai signé l'acte. Avant de signer, vous avez informé les autres membres de la famille? Non, je ne peux pas les informer parce que la famille était déjà là. Quel autre membre de la famille était au courant du décès d'Arafat à ce moment précis? En ce moment précis, je n'ai informé personne. Quand j'ai fait le constat, je n'ai informé personne parce que annoncer le décès d'Arafat à la famille, j'allais faire beaucoup de morts. Même pas sa mère? Sa mère, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, un enfant comme Arafat allait dire à sa maman, tu viens de perdre ton fils, comme ça au téléphone, ça ne se fait pas, chez nous en Afrique. D'accord. Donc je voulais prendre d'abord toutes les dispositions. Après que j'ai évacué le corps à Yves Sepp, à la présence du ministre Ahmed Bakayoko, que je salue, qui est notre père, le ministre d'État,
Et le père Ahmed Bakayoko, à sa présence et à la présence aussi du ministre Bandama, ces autorités, ces artistes qui étaient là m'ont donné le plein droit en tant que l'oncle de mener à bien... Maurice Bandama. Maurice Bandama, je D'accord. m'excuse, voilà, Maurice Donc, Bandama. dans la Le ministre en question, c'était M. Bandama Maurice. Bandama, c'est ça. Bandama Maurice, Donc, de dans, la la suite, culture à dans la l'époque. suite des événements, puisque vous étiez le seul parent au chevet de DJ Arafat, est-ce qu'il n'est pas venu à l'esprit au moins une prière? La prière, je l'ai faite quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé sur les lieux, la première des choses, je me suis mis en genoux, puisque vu les images sur la toile, la première des choses, quand j'ai pris le couloir du Réa, la première des choses, c'est la grâce de Dieu. J'ai commencé à prier. Je commençais vraiment à prier. La prière, là, je l'ai faite. Parce que je ne pouvais pas me retenir. Je ne descendais même pas même. Voilà. Seulement que les gens me demandaient quand on t'appelle en bas, mais je ne prenais pas mon temps d'être en bas. Je restais en haut. C'est ce processus qui a permis à la famille. Parce que vous savez, Arafat, c'est la famille Bété. Arafat, c'est la famille Gouro. Arafat, c'est la famille Annie. Arafat, c'est la famille Guéry. Donc, vous voyez qu'il sort de plusieurs liens. Et toute cette famille était autour. Pendant les funérailles, tout le monde était là. Et puisqu'ils savaient que l'oncle que j'étais, le père que j'étais, je vais d'abord commencer un travail depuis l'hôpital et auprès des autorités. Ils ont dit, tiens, déjà, tu t'exprimes bien, tu parles bien, tu es un homme de Dieu et on voit l'amour que tu as pour ton fils. Écoute, continue de travailler sur le porte-parole de ces obsèques et puis je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est comme ça que vous avez été le porte-parole des obsèques d'Arafat. Voilà. Alors, à quel moment, justement, vous informez la famille du décès d'Arafat? J'informe ma grande sœur Dandilou lorsque j'ai envoyé le corps. Parce que c'est moi qui ai décidé de faire passer le corps de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire? Par derrière. Pas derrière, voilà. Parce que Madame Koné, que je salue de passage, qui est la responsable au niveau de la polyclinique, elle m'a dit, bon, écoute, l'oncle, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bon, là, on ne peut pas passer le corps là où les corps passent d'habitude. Donc, on va changer d'endroit. Ils m'ont dit, bon, on passe par l'autre côté. Donc, le corbeil est venu, on l'a préparé, mon fils, et puis bon, on l'a fait passer de l'autre côté. Et quand ils sont partis à Ivoussep, et avec le ministre Ahmed, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, Mola et toute la suite, nous sommes partis déposer le corps. Et c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma grande sœur depuis les États-Unis pour dire, écoute, parce que je l'appelle affectueusement Ambou. Ambou en gourou, ça veut dire maman. Et elle m'appelle Anti, Qui signifie? papa. C'est comme ça ma grande sœur m'appelle. D'accord. Voilà. Alors, on sait que le porte-parole, c'est celui qui parle au nom de la famille. Ouais. Mais avant qu'il parle, il faut que les décisions soient prises. Alors, comment se faisaient les prises de décision? Est-ce qu'il y avait un collège pour prendre des décisions concernant les obsèques? On se concentrait. Avant de prendre toutes les décisions. Parce que même le comité d'organisation qui était piloté par Kenzo, que je salue, Siro et toute la suite, ne prenait pas de décision en ce qui concerne les obsèques d'Arafat. D'accord. Toutes les décisions venaient de la famille et je transmettais les décisions de la famille au comité d'organisation. Qui constituait le collège? Voilà. Est-ce que la famille était élargie, Voilà. justement? Est-ce que c'était la famille maternelle, simplement? Tout le monde était là. Raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas de cri en ce qui concerne les familles en tant que telles. Sinon, on ne peut pas se permettre d'être porte-parole d'une famille et des obsèques d'Arafat comme ça si les familles qui ont le droit sur l'enfant ne te donnent pas ce droit d'être. Voilà. Si les Ouans étaient présents, ils ont même pris part aux décisions. Mais Oui. comment est-ce qu'on pourrait expliquer leur discrétion face à tout ça? Les discrétions, non. Seulement que vous savez que quand tu désignes personne d'être porte-parole, c'est-à-dire que tu lui donnes tout le pouvoir de s'exprimer au nom de tout le monde. Donc après les obsèques de DJ Arafat, vous précisez toujours dans vos directs que vous parlez au nom de la famille. Est-ce qu'au préalable, vous avez toujours l'accord de l'ensemble de la famille, c'est-à-dire en particulier les Ouans? Bien sûr. Je ne fais rien sans consulter la famille. Même après les obsèques, hein, Même après les dans vos différentes interventions, différentes vidéos. Raison pour laquelle je dis au nom. D'accord. C'est la raison. Voilà. Avant de faire un direct, vous consultez tous les membres de la famille, tous les membres des familles, je vais dire ça comme ça, de DJ D'abord, je Arafat. voudrais dire que pour les directs, il y a d'abord la responsabilité morale que j'incarne. Voilà. Il y a la responsabilité morale que j'incarne, au bien pour la famille. Donc,
Donc vous ne les consultez pas forcément. Je ne les consulte pas forcément, mais je ne fais rien. Je ne fais rien, je dis bien rien, sans avertir un membre de la famille. C'est quoi le rôle d'un porte-parole dans le cas d'espèce, les obsèques d'Arafat? Quel a été le rôle du porte-parole que vous êtes ou que vous avez été? Bon, le rôle du porte-parole que j'étais, c'est de transmettre d'abord les condoléances à toutes les délégations qui venaient dire Yako, comme on le dit en Afrique, et à la famille. Et au nom de la famille, si vous avez constaté, toutes les réunions, tout le temps qu'on a pris pour recevoir toutes les délégations, il y avait toujours des parents autour de moi. Et que je pouvais donner l'oreille ici à gauche, ici à droite. Les idées me venaient un peu de partout pour donner les nouvelles aux autorités, à tous ceux qui venaient, dire Yako à la famille. Voilà. Donc, le rôle du porte-parole que j'étais, je transmettais l'idée que la famille me donnait et pour recevoir les étrangers. Comment ça se fait que la mère d'Arafat, Tina, dit qu'elle ne vous connaît pas? On l'a entendu. Comment ça se fait? Comment on en arrive là? Vous savez, dans la famille, notre famille, c'est une famille d'artistes. Ouais. Parce que... Tout le monde est artiste là-bas? Quand je dis c'est une famille d'artistes, c'est-à-dire qu'on a des griots dans la famille. D'accord. On a des griots, vous savez, le talent que vous voyez dans cette famille, il y a une source en fait. D'accord. Il y a une Au source. sens propre du terme. Hein. Oui, au sens propre du terme, il y a une source. Donc, Valentine Lobo, qui ne reconnaît pas son oncle que je suis, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? C'est ma grande sœur. Je voudrais dire ici que c'est ma grande sœur. Je suis son petit frère, je suis son oncle, mais je suis son petit frère. Donc, quand elle dit qu'elle ne me reconnaît pas, est-ce qu'on peut prendre un homme dans la rue, le mettre devant ses funérailles, pilotées par l'État du Côte d'Ivoire et par des grandes personnalités, on peut prendre un individu comme ça, le mettre devant une grande famille qui demande les nouvelles. Je peux m'asseoir de 14h à 18h, de 1h à 3h, parce qu'il y a des visites qui étaient aussi nocturnes. Je n'entrerai pas dans les détails. Et chez nous, en Afrique, surtout en Afrique, je voudrais le dire, quand une nièce, tu perds ton enfant, c'est l'oncle qui enterre ton enfant. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est la tradition. Et au-delà de ça, je peux pas. Je vous dis en vérité que le stress, la douleur dans laquelle Valentine était, moi, je ne l'en veux pas. Parce qu'elle a perdu un être qu'elle ne va plus jamais retrouver. Beaucoup n'ont pas compris ces interventions. Chacun pouvait dire, oh, mais toi, tais-toi, on ne te connaît pas. On peut ne pas me connaître aux yeux, on peut me régner dans la bouche, mais dans le sang, ce n'est pas possible. Marc Zopo, le grand-oncle d'Arafat DJ, est notre invité. Dans quelques instants, nous échangerons sur les points suivants. Échange virulent sur les réseaux sociaux, réconciliation avec la mère de DJ Arafat et ce qui se prépare pour le 12 août prochain. PPLK revient dans 2 minutes. Détendez-vous, on fera le reste. Allez, le talk show le plus suivi du pack, deuxième partie, nous y sommes. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. L'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Mesures barrières concernant la Covid-19, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de difficulté respiratoire, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche ou taper tout simplement le 119. La grande team, c'est le talk show footballistique tous les soirs. Ne manquez sous aucun prétexte sur la 3 à partir de 20h30 en compagnie de Tia et toute sa team. C'est l'actualité footballistique d'ici et d'ailleurs qui est disséquée avec le plus grand professionnalisme. Notre invité se nomme Marc Zopo et il est le grand-oncle d'Arafat DJ. On l'applaudit, s'il vous plaît.
Merci en tout cas d'être présent sur notre plateau pour parler de cette légende. On rappelle également qu'il est évangéliste, homme d'affaires, et nous allons aborder d'autres axes, notamment les échanges virulents sur les réseaux sociaux et cette fameuse réconciliation avec la mère d'Arafat DJ. On en reparlera dans quelques instants, mais qu'est-ce que Tina vous reprochait au juste? Ben, vous savez, Tina me reprochait quelque chose que moi, à ma place, j'ai médité, j'ai réfléchi et j'arrive à comprendre ma nièce pour ce fait. Parce que vous savez, le village nous a beaucoup appris un peu ce qu'on appelle la culture africaine. Et elle m'a toujours dit que pendant les obsèques, elle m'a toujours dit, tu sais, Marc, les amis de Didier m'ont retiré. Ils m'ont éloigné de mon enfant. Je n'ai pas eu par moment l'affection, la présence telle que je voulais de mon fils. Aujourd'hui, il est décédé. Je n'ai pas de parole de la famille. Je souhaiterais que les choses qui vont se faire pendant ces funérailles, qu'on garde une complicité et que tu fasses ce que je te dis de faire. Et comme vous l'avez constaté, je vous l'ai dit que pour être porte-parole, il faut être désigné. Donc du coup, il était compliqué pour moi d'obéir, pas dans le sens négatif, mais d'obéir au dit de ma nièce. Parce que j'agissais là au nom de plusieurs. Et vous la savez, c'est une femme caractérielle. C'est une femme, elle dit la vérité. C'est une femme, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, écoute, elle te dit ce qu'elle pense. Alors nous sommes habitués. Quand je dis nous, la famille. Donc c'est qui a créé un peu cette mésentente-là entre elle et moi parce que je n'arrivais pas, je n'entrais pas dans les détails là sur ce plateau. Qu'est-ce qu'elle me demandait et pourquoi je n'arrivais pas à le faire. Parce qu'on avait là un comité d'organisation, on avait là des personnes qui avaient un regard sur tout ce qui rentrait, sur tout ce qui sortait et comment les choses s'est fait. C'était pas très évident. Vous n'aviez pas les mains libres, on entend. Voilà. Alors, nous l'avons reçue ici sur ce plateau. Elle vous reprochait de ne pas l'associer aux prises de décision de la famille. Comment est-ce que c'est possible? C'est quand même la mère de... Oui, c'est quand même la mère d'Arafat. C'est quand même la mère d'Arafat. Mais je pense qu'il faut qu'on soit honnête. On ne pouvait pas prendre de grandes décisions sans consulter la maman. Mais il y en avait quand même qui étaient prises puisque lorsque Arafat est tombé, j'ai pris le certificat de décès. Je n'ai remis à personne le certificat de décès. J'ai gardé 3 jours le certificat de décès. Et j'ai dit à ma nièce, écoute Valentine, voilà le certificat de décès. Elle dit Marc, merci. Alors, toute la famille voulait le certificat. Pourquoi toute la famille voulait le certificat? Oui, la famille paternelle. La famille paternelle, certains membres de la famille voulaient donner le certificat. J'ai dit, on peut comprendre. La seule personne à qui je peux donner le certificat, c'est à sa mère. Si son père n'est pas là, c'est à sa mère. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je lui ai remis le certificat, elle m'a salué. Elle m'a dit merci Marc. Et elle a eu le droit d'aller à l'administration et de porter maintenant le nom sur la suite de tout ce qui va se dérouler en termes. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été honnête. Mais c'est dans le déroulement des obsèques qu'il fallait, en tant que porte-parole, investi par la famille, écouter les aînés, les pères, parce qu'il y avait des vieillards derrière moi. Il y avait des chefs de village derrière moi. Ils m'ont fait confiance, il faut aussi les faire confiance. Tout à fait. Les téléspectateurs également prennent une part active dans cette émission en donnant leur avis, en posant des questions. C'est le cas de Karel que nous allons écouter en direct là, qui a une question à poser à notre invité. Bonsoir Karel et bienvenue. Bonjour PPLK. Bonjour Monsieur Max Zopo, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'aimerais savoir pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que vous réglez vos différends. Question, hein? Je pense que le monde d'aujourd'hui a un nouveau visage. Ce n'est pas le monde d'hier.
aujourd'hui, l'éthique et l'audiovisuel, aujourd'hui, est devenu un moyen puissant pour véhiculer les messages et se faire comprendre, et faire comprendre à la famille, aux proches, aux personnes qui sont très loin de nous. Notre fils qu'ils aiment tant, pour répondre à la jeune dame, Karel, a utilisé les réseaux sociaux pour faire passer beaucoup de messages le concernant, même la famille et même sa relation avec sa mère Valentine. Donc, on ne s'expose pas. Mais puisque nous savons que derrière Arafat, il y a une Chine. Ce qui fait que nous, en tant que famille, c'est un moyen pour nous de donner les informations aux parents, aux proches et à sa Chine en ce qui concerne nos relations et tout ce qui se passe. Parce que je sache, c'est quelques sorties, je dirais c'est quelques sorties de ma nièce qui a un peu dérangé la toile. Moi, toutes mes sorties ont été d'apaiser, d'amener la paix. Alors, la question justement de Karel m'inspire une autre question que je vais mettre sur la table de nos chers débatteurs. Est-ce que, faut-il nécessairement régler des problèmes de famille sur les réseaux sociaux? Commençons par Yann Cédric Volontiers. Bien, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de régler les problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'à la base, les réseaux sociaux ne servent pas à ça. Tout à l'heure, l'oncle a parlé, il a dit que Arafat avait bâti un monde et il gérait ce monde-là sur les réseaux sociaux. Même s'il l'exposait, mais ça ne donne pas le droit au père que vous êtes de justement venir essayer de laver ce linge sale là sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il y ait la Chine derrière toute cette population-là qu'il faut informer. Et dans votre développement, vous avez dit que vous êtes africain, vous venez du village, vous êtes bien enraciné. En Afrique, chez nous, on ne montre pas son village avec la main gauche. Donc, il était préférable pour vous et pour les autres membres de la famille de régler tous ces problèmes de famille-là à l'intérieur sans que tout le monde le sache. Venir l'exposer sur les réseaux sociaux, c'est exposer sa famille. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on récolte? Des injures, la médisance et j'en passe. Donc l'idéal aurait été de régler ça en famille. En même temps, on profite. Excuse-moi. Allez-y. Quand vous voyez la dernière sortie de Valentine, en ce qui concerne Aurélie et toute la suite, vous avez vu le verbe qui a été conjugué? Oui. C'est fort. Et ça s'est passé où? Sur les réseaux sociaux. Et moi, mon intervention, c'est sur ce même réseau que je suis venu demander pardon. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une intimité en tant que famille. Nous avons une intimité, nous sommes conscients qu'il y a des choses que vous ne savez pas que nous, dans la famille... À partir du moment où c'est divulgué sur la place publique, il n'y a plus d'intimité? Non. En fait, il n'y a plus d'intimité dans le sens que c'est une sortie pour demander pardon aux personnes qui ont été frustrées et blessées. Les parents de certaines personnes qui ont été frustrées par la dernière sortie de ma nièce m'ont appelé, m'ont dit merci. Parce qu'après ma sortie, beaucoup de choses ont changé. Alors moi je comprends tout à fait notre invité, je suis d'accord avec lui. Comme il a dit tout à l'heure, on parle d'Arafat, on ne parle pas de n'importe qui. Et Feu Arafat, il avait une façon à lui de régler ses problèmes, et c'était sur les réseaux sociaux. C'est vrai, comme Yann le dit, normalement on ne règle pas les problèmes sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il n'a pas eu le choix dans ce cas-là. Parce que dans l'une de ses vidéos, je pense qu'il a dit que, pour parler de Carmen Sama par exemple, avait bloqué certaines personnes. Mais s'il a envie de régler un problème avec Carmen Sama, il n'a pas son contact, il ne peut pas rentrer, il peut pas l'appeler, il est obligé de faire une vidéo. Et aussi sur les réseaux sociaux, Tina avait fait une vidéo pour parler de certaines personnes qui ne peut pas contacter forcément, qui se sont senties frustrées, et il est obligé de passer par ce canal-là. Arafat avait des fans, il a des personnes qui le suivaient, qui ont besoin de comprendre pourquoi certaines choses se passent comme elles se sont passées là. Mais comment l'oncle de Arafat, le grand-oncle d'Arafat, fait pour appeler chacun des fans d'Arafat pour leur expliquer que voilà, Tina a dit cette chose-là, peut-être parce qu'elle était en colère, que telle chose s'est passée comme ceci, mais il faut expliquer aux fans. Parce qu'Arafat, c'était quand même des Chinois qui étaient derrière lui. Et ces personnes-là sont intéressées par tout ce qui touche cette affaire. Aujourd'hui, les Chinois se posent des questions sur la succession d'Arafat. Mais il faut que quelqu'un leur explique. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit en tant que famille de s'immiscer dans cette affaire-là, mais ils ont besoin de savoir que ces enfants seront pris en compte, qu'on va s'occuper de ces enfants, et il n'y a que les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord parce que
la famille de Didier Arafat n'est pas la seule famille célèbre en Côte d'Ivoire. Il y a Kedjevara et sa mère. On est d'accord. Sont célèbres. Il y a Bongo avec ses deux parents artistes qui sont relativement célèbres. Relativement célèbres. Je pense que tous les membres de la famille peuvent exposer le problème de la famille, mais pas un pasteur. Pourquoi? Parce que le fait de faire une sortie publique et de s'excuser, c'est exposer indirectement la famille et Tina Glamour. Moi, je pense que rien n'empêchait l'homme de Dieu d'aller rencontrer Ali Lecode ou Oscar Le Motard ou de les appeler en privé, parce que mine de rien, il y a aussi son image qui est mise en relief. Parce que c'est vrai, quand on fait une sortie, derrière, il y a parfois des injures, il y a pas mal de choses. Moi, je pense qu'il le fait très bien déjà. Il utilise les réseaux sociaux pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Mais je pense que lorsqu'on fait des directs, et déjà ces directs qu'il avait déjà fait en ce qui concerne ses excuses au sujet de la dernière sortie de Tina Glamour, on entendait tout. Moi, j'ai tout entendu, il y a des papos, il y avait pas mal de choses, il y avait même du zouglou, sauf Jésus. Donc là, moi, je pense qu'il y a un problème. Pourtant, il s'agit d'un évangéliste, un gagneur d'âme. Et toutes ces personnes ont besoin aussi de Jésus. Il s'agit du grand temple aussi. Voilà. Ah oui. Donc, en fait, moi, je constate qu'en fait, que sa casquette de porte-parole a pris le dessus sur son statut d'homme de Dieu. Pourtant, ce statut, on ne le perd pas, en fait. Donc, même dans les directs, ça doit se sentir. D'accord, très rapidement. D'abord, excusez-moi. Allez-y. Regardez mes doigts. J'en ai 5. Tout à fait. Et tu me diras que ces 5 doigts qui sont là se ressemblent? Non, ils ne sont pas pareils. Non, ce n'est pas pareil. Tu ne vas pas comparer Kedjevara, tout ce que tu es en train de dire, à Arafat. Arafat, c'est Arafat. Ce sont ses amis, ses frères, que je respecte. Mais Arafat, c'est Arafat. D'accord. Tu comprends? Et il faut dire que, je l'ai dit au préalable, Arafat a créé un monde. Son monde, c'est un monde de coupé-décalé, c'est un monde artistique. Il s'est fait une place, il s'est fait une casquette. Allez, il règne dans son royaume. Et le pasteur et l'homme de Dieu, l'évangéliste que je suis, je perds mon fils. Je n'ai pas perdu Jésus. Je perds mon fils. Raison pour laquelle je n'ai pas dormi. C'est normal. Écoutez, je ne suis pas à l'église là. Je ne suis pas à l'église là, je suis en famille. Je suis un père pour l'éducation, un père pour le bien-être et un père pour amener la sagesse, pour amener ma famille à être honorée. Exactement. Alors, parlons d'honneur. Et là, rapidement, s'il vous plaît. Quand je me trouve sur les réseaux sociaux et que j'interviens dans le cadre de la famille, je n'oublie pas la responsabilité ecclésiastique que j'incarne. Et pourtant, c'est jamais mentionné. Pourtant, ça n'a jamais été mentionné. Non, Vous il y a des vidéos. En fait, c'est différent parce que moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai même suivi l'une de vos prédications durant le mois de mai. Vous avez prêché sur l'histoire fabuleuse de Moïse, son rôle bienfaiteur et tout ça par rapport au peuple d'Israël. Mais lorsque vous faites des directs pour vous excuser, je pense que vous adressez à une Chine, aux fans d'Arafat. Je pense que c'est une occasion pour vous de parler aussi à Jésus, de parler aussi de Jésus, parce qu'il y a des personnes aussi. Vous savez. Laisse-moi intervenir un peu, Annie. Oui. Moi, j'entends tout dans le direct. Oui. Vous clarifiez tout, mais moi, j'entends pas le pasteur qui Mais parle. je suis en train pas le de sujet. parler de mon fils, de ma famille. Je ne parle pas de la religion. Voilà, Comment est-ce que exactement. vous savez, la Chine, là, il y a les animistes. Il faut respecter quand même la religion. Voilà. La religion, c'est le respect. ça. La religion, c'est Dans le la respect. La Chine, il y a les animistes. Il y a des musulmans. Il y a des bouddhistes. Il y a tout le monde. Quand tu veux parler au nom d'Arafat, il faut parler À tout le monde. pour tout le monde. Voilà. Exactement. Alors, Je ne viens pas prêcher là. Pour aller très vite, Oui. effectivement, je vais faire quelque chose que je fais très rarement, je vais vous donner raison, parce que justement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une nouvelle agora. On utilise les réseaux sociaux pour parler, pour effacer toutes les stigmatisations dont on peut être victime. Et je pense que vous, c'était dans votre cas, vous avez utilisé les réseaux sociaux parce que justement, Tina Glamour l'a utilisé pour vilipender certaines personnes. Et je pense que c'est dans ce sens-là que vous l'avez fait vous aussi. Merci. Ah, d'accord. Et c'est dans ce sens-là que vous l'avez fait vous aussi pour laver l'honneur de ces personnes qui ont été vilipendées, pour demander pardon au nom de la famille. Et pour aller un peu plus loin, Yves, si tu permets, c'est que Vas-y, vite, aujourd'hui, rapidement, s'il te plaît. aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi. Et vous l'avez dit, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et c'est un fait et c'est le cas. Alors, Marie-Dominique le dit très bien, il y a une Chine qui suit Arafat jusqu'à présent et on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se passe dans la succession, dans les héritages, on veut tout connaître parce qu'on a suivi quelqu'un qui nous a donné Bah, en l'amour. même temps, et c'est le une goût histoire des de réseaux famille sociaux. aussi. Même si c'est une histoire de famille, que ce soit une histoire de famille ou pas, Ouais. les personnes qui ont été vilipendées ne font pas partie de la famille en fait. Ouais. Voilà, et ce sont ces personnes-là qui ont besoin d'être rassurées, d'être lavées et voilà, d'être éclairées, tout simplement. Il peut les appeler.
Mais non, ça n'aura pas la même portée, ça n'aura pas la même exactement. Alors, dans tous les cas, on est arrivé à une réconciliation certaine entre la mère de Didier Arafat, Tina, et vous. Oui. Comment ça s'est fait, cette réconciliation? On a pu voir hein, des images de cette voilà maintenant pourquoi avec des accolades et tout. voilà maintenant pourquoi est-ce que je vais porter ma casquette d'évangéliste. Est-ce que d'abord, la première question, est-ce que c'est une réconciliation vraie ou elle est fictive? Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est pas une réconciliation de façade? C'est une réconciliation vraie parce que j'ai été blessé, j'ai été maltraité, j'ai été humilié par certains propos venant de ma nièce. Et j'ai porté ma casquette qui me demande de porter là. J'ai porté cette casquette et je vous dis que là, ça fait aujourd'hui nous faisons cette émission, ça fait au moins une semaine de cela. D'accord. Et que Valentine appelle ma grande sœur qui est sa mère pour une première fois, lui dit maman, je te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Une première fois depuis Pour longtemps. une première fois depuis les obsèques jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu constater. Et Valentine porte sa casquette et prend le lien de sang et son ADN appelle sa mère. Maman, je te demande pardon. Maman, je t'aime. Maman, j'aime Roger. Maman, j'aime Suzanne. Maman, j'aime Désiré. Maman, j'aime Marc. Maman, je vous aime tous. Vous me manquez. Vous, ma famille, vous me manquez. Et voilà notre prière. Seigneur, quel que soit ce qui peut arriver, nous, on l'aime, notre fille. On l'aime. On a perdu Arafat, on ne veut pas perdre Valentine. Et dès qu'elle a fini de communiquer avec sa mère, elle m'appelle à partir de 4 h du matin. Marc, lève-toi. Qui vous appelle? Ma grande sœur. D'accord. Elle m'appelle dans Dilou pour dire Marc, lève-toi, j'ai une très bonne nouvelle. Vous voyez, j'ai une très bonne nouvelle. Vous voyez quand même, dans la famille, nous aimons notre fille. Il dit, quelle est la nouvelle? Elle dit, tu sais qui vient de m'appeler? C'est Valentine, c'est Tina. Elle dit quoi? Voilà comment je viens de relater. Voilà ces mots. Il dit, waouh, c'est super. Écoute, elle va t'appeler, décroche-la. Elle m'a dit qu'elle va t'appeler, décroche-la. Il dit, super. Alors, je n'ai pas entendu qu'elle m'appelle. J'ai constaté son anniversaire, c'est 2 jours. Je dis, bon, je vais la laisser finir son anniversaire. 14 juin? Oui, je vais la laisser finir son anniversaire. Je pouvais y aller, mais je me suis retenu. Ce n'était pas le cadre d'aller parler avec elle. C'est moi qui prends mon téléphone, je l'appelle. Et quand je prends mon téléphone, c'est waouh. Marc, ça va? Comment tu vas? Parce que je l'appelle grande sœur, elle m'appelle petit frère. Comment tu vas et ça va? Je dis, vraiment, je suis content. Je veux te voir. Elle dit, il n'y a pas de problème. On se croise, viens, là, tant. Allez, c'est ce qui s'est fait. On coordonne, je vais. Et c'est cette réconciliation-là qu'on C'est voit ce que sur vous voyez, les images. On n'a pas eu le temps même de parler. C'est les pleurs, elle et moi. Elle a pleuré. Je t'aime. En tout cas, ça fait du bien de vous voir dans cet état, de voir ces images, ces accolades entre Tina et vous. On me fait savoir qu'on a un appel, un dernier appel qu'on va prendre. On est désolé pour tous les téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir. Le standard est full en ce moment. Désolé de ne pas pouvoir prendre vos appels, mais on va prendre celui de Fabrice Kofi qui a une question à poser à notre invité. Bonsoir Fabrice et bienvenue dans PPLK. Oui, bonjour Yves, bonjour à toute l'équipe du Polémique, je suis Fabrice Kofi. Alors, Monsieur Zopo, je voudrais savoir si Carmen vous a enfin débloqué sur WhatsApp, comme vous l'aviez affirmé auparavant sur les réseaux sociaux. Il paraît que Carmen vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Donc, là, je pense que la question de Fabrice... Vous savez, pour cette histoire de Carmel, permettez-moi, pour le respect de la famille, permettez-moi, pour le sujet pour lequel je souhaiterais que nous tous nous retrouvons sur une table, pour qu'il ait la paix, je voudrais que le sujet de Carmel, et qu'on n'en parle pas. C'est vraiment un souhait pour moi. Parce que Carmel, comme je l'ai dit, je l'appelle affectueusement maman, parce qu'elle a souffert pendant les obsèques. Et ce sont des erreurs de jeunesse, c'est des choses qui arrivent. Et on n'a pas eu encore le temps de pouvoir avoir une table. Je vais commencer par Valentine et je vais continuer, comme vous le dites, je le dis, dans les coulisses, encore, pour aller vers elle. Et c'est ce qui va se faire. Moi, j'aime Carmel. Est-ce que Valentine a eu vent ou est au courant que vous venez sur ce plateau?
que vous avez été invité sur ce plateau? Bien sûr que je ne cache rien à ma famille. Merci. Vous avez informé tous les membres de votre famille? Comme je l'ai dit, c'est des décisions d'abord morales en tant que père. Ok, d'accord. Et il y a des personnes à qui j'ai dit, bon, je vais faire telle émission. Et je pense que l'esprit de l'émission, comme vous le constatez, il est positif. Très positif d'ailleurs. Alors, on va terminer avec cette commémoration du décès d'Arafat DJ. Les choses se préparent, les choses vont bon train. Oui, je voudrais dire ici à toute la Chine et que, vous savez, d'abord Arafat, c'est un artiste. Arafat, il est pour vous, mais Arafat, il est pour la famille. Et pour ces 1 an, la famille a le devoir moral de mettre tout en place pour donner un anniversaire, pour commémorer la mémoire de notre fils le 12 août. Et quelque chose est en train de se mettre en place. Nous prions Dieu que la pandémie, ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et que Dieu nous fasse grâce que cette histoire s'arrête. Et que les mesures et tout ce qu'il y a, et que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude, sa paix, et qu'on puisse le 12 là donner un hommage digne d'Arafat. Mais nous sommes en train de faire quelque chose dans l'intimité, dans le Qui secret. ça, vous? Vous, qui ça? Comme Quelle des famille? Mais voilà, quand je dis nous sommes en train de faire D'accord. quelque chose. Je veux dire, vous, la famille maternelle, les Won, Bon, moi je parle au nom de la famille. D'accord. Voilà, D'accord. au nom de la famille, et je m'adresse beaucoup aux Chinois. D'accord. Marc Zopo, merci infiniment d'être passé sur les antennes de la 3 et dans cette émission PPLK. Nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le meilleur pour cette famille, le meilleur pour notre Daichi. Et puis, revenez quand vous voulez ici, c'est chez vous à la maison. D'ici On le sera- 12 encore pour donner plus d'informations, pour orienter toute la Chine et tout le monde. Comment est-ce qu'on pourra donner... On sera très heureux de vous accueillir. On espère que vous avez passé un bon moment de télé en notre compagnie. Nous, ça a été le cas avec ma belle équipe que je remercie infiniment. Marie-Dominique, Désiré Alla, Annie-France ainsi que Yann Cédric. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Et vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Portez-vous bien. À demain.